Alors, si on fait un petit historique du concept. Alors, c'est intéressant de voir déjà dans l'historique du concept, c'est qu'en fait, il y a deux courants qui ensuite vont se rencontrer et qui en fait vont toujours traduire, j'allais dire, les problèmes associés au burn-out actuellement qui se posent d'un point de vue médical. On a d'un côté un psychanalyste au départ qui s'appelle Freudenberger. Alors, c'est pas Freud, mais c'est Freudenberger, en 1974, qui, en fait, va décrire en fait, l'apparition d'un syndrome, donc d'un ensemble de manifestations survenues chez des jeunes personnes prenant en charge dans une clinique, c'est les free clinics, à l'époque ce qu'on appelait des patients toxicomanes, et puis qui rapidement vont en fait avoir une certaine désillusion par rapport à leur activité professionnelle. Des gens qui étaient très investis dans leur travail, voulant aider ces patients ayant des problèmes de toxicomanie, de drogue, d'addictologie, comme on dirait maintenant. Et donc il va décrire le terme burn-out, qui littéralement veut dire brûler, s'épuiser, hein, burn en anglais, craquer avec une réduction des ressources cognitives, physiques, une fatigue. On va décrire après les manifestations. Survenant chez des gens, et alors c'est ça qui est intéressant dans la description initiale de Freudenberger, survenant chez des gens qui étaient, et je pense que c'est un point qui est encore important pour la suite des réflexions et des observations qu'on peut faire maintenant, c'est des gens qui étaient très investis. C'est-à-dire que pour pouvoir brûler, il faut s'enflammer au départ. C'est un peu ce que disait Freudenberger. Quand je disais que c'est l'autre point qui était intéressant par rapport au deuxième courant qui va apparaître, qui est le courant développé, qui a eu plus de succès, j'allais dire, et qui est à l'origine vraiment du développement du burn-out, c'est le courant développé par Christina Malach, qui est plus un courant de psychologie sociale. Alors, ces deux éléments, ça veut dire d'un côté, on a quelqu'un qui, en fait, s'intéresse plus à l'intra-individuel, c'est-à-dire peut-être, et on va voir que c'est toute une question, est-ce que le burn-out survient chez tout le monde ou est-ce qu'il survient chez des gens ayant déjà des vulnérabilités? Et puis, de l'autre côté, on a une psychologue sociale qui s'intéresse, elle, à l'inter-individuel, c'est-à-dire à l'environnement, en faisant déjà quelque chose qui est une conséquence pas simplement de l'individu, mais de la relation de l'individu dans son environnement, donc une conséquence dans l'organisation professionnelle, le management, potentiellement. Et on va voir que ces deux j'allais dire, courants, on pourrait dire d'un côté l'intra-individuel, la vulnérabilité, de l'autre côté la dimension environnementale, font que, je veux dire, c'est une des polémiques, j'allais dire, et c'est une des questions centrales au niveau de la notion de burn-out. Et donc, l'idée au départ, alors en français, parce que c'est bien d'avoir aussi des mots français, on parle de syndrome d'épuisement professionnel, hein, donc c'est une forme de stress professionnel chronique qui, au départ, a été décrit, encore une fois par rapport à Freudenberger, sur des personnes aidantes, c'est-à-dire des professions dans lesquelles il y a des contacts avec du public, essentiellement, principalement, et souvent, on va voir des professions qui tournent autour, au départ, de tout ce qui est les activités médicales, paramédicales, les activités de soins. Après, on va voir que ce concept est maintenant généralisé et que ça ne s'observe pas que dans les milieux, par exemple, qu'à l'hôpital, dans les cliniques ou dans les milieux professionnels de type médical. Dans l'éventail des troubles du sommeil, l'insomnie prend une place importante car elle est intriquée, bien sûr, dans beaucoup de pathologies. Elle peut être intrinsèque, je viens de le dire, maladie à part entière ou faire partie intégrante d'autres maladies ou syndromes dont c'est le cas dans le burn-out. Enfin, je veux dire, et je vous dis, c'est cette insomnie psychophysiologique, donc intrinsèque, qui est très intéressante pour dépister. Le couple insomnie-burn-out mérite l'attention, non seulement des acteurs de santé, mais aussi et surtout de tous les professionnels. Face aux exigences de la vie sociale, les impératifs d'emploi du temps, l'organisme met en place des comportements de défense et s'adapte. Armé de sa montre au poignet et sa volonté de bien faire, chacun y répond et un résultat satisfaisant peut en découler. Mais c'est sans compter sur les aléas au sein d'un milieu professionnel. Soucis organisationnels, fiches de poche absentes ou trop chargées,
ou inadaptés, ou qui changent. Ah, vous avez fini ça, c'était prévu pour vendredi, c'est mercredi, mais finalement, vous pouvez peut-être faire ça pour vendredi. Enfin, on a toutes ces choses-là qui arrivent tout le temps. Et on veut le faire bien, quoi. C'est ça le problème. C'est que souvent, ce n'est pas les feignants qui vont faire un burn-out. C'est des gens qui ont le mérite de vouloir faire leur boulot. Et à tous les niveaux sociaux. Hein, c'est pas... Alors, on peut aussi parler du burn-out de la hiérarchie oppressante, bien entendu. Enfin, c'est celle qui est souvent la plus souvent mise en avant. Elle existe. Les ultimatums, les harcèlements, enfin aussi à tous les niveaux, ça peut avoir lieu. Maints dysfonctionnements viennent perturber la possibilité d'adaptabilité du professionnel. Sournoisement s'organise un déséquilibre entre ces exigences socio-professionnelles et l'individu. La notion de stress s'immisce. Un mécanisme de défense s'installe. Le sommeil y répond et en pâtit directement ou indirectement. Son processus, encore sournois, en est le piège. Les plaintes ne sont pas immédiates, la fatigue s'installe à petit feu jusqu'à l'épuisement devenu dissible, mais souvent déjà délétère. Il est plus facile d'éteindre un feu, j'ai appris ça tout petit, mon grand-père me disait, il est plus facile d'éteindre un feu quand il vient de partir avec un dé à coudre d'eau, qu'ensuite il faut des canadaires pour réussir à éteindre le feu. Hein, donc mettez-vous dans la tête qu'il est important dès le départ d'essayer de dépister. Donc les acteurs de santé dans les entreprises, psychologues, médecins du travail, etc., les médecins traitants, tous ces gens qui sont des délégués du personnel, etc., tous ces gens-là doivent intervenir pour dépister si les gens ne vont pas bien dès le départ. Donc l'insomnie, symptôme précoce du syndrome d'épuisement professionnel, peut donc l'anticiper avant toute réponse organique plus difficilement réversible. L'idéal serait de détecter encore plus précocement l'insomnie, mais ça, je vous le dis, on ne peut pas la détecter avant qu'elle ne soit là. Mais il y a quand même des signes avant-coureurs. D'autant qu'elle peut perdurer, même si la cause primaire du burn-out est ôtée. Parce que c'est ça l'autre problème, c'est que souvent, après un burn-out, quand on va mieux, il persiste des insomnies quand même. Et là, on n'est plus du tout dans une forme d'insomnie uniquement de départ initiatrice, on est dans une insomnie séquelaire et qu'il faut quand même prendre en charge, parce que les troubles du sommeil peuvent perdurer. On le voit souvent en psychiatrie chez les déprimés, la dépression va mieux, mais le sommeil est un élément pour aller mieux des fois, mais aussi c'est un élément qui perdure et qui reste mauvais. Le 19e siècle a vu le spleen se répandre un peu partout en Europe. Mais ce mal-être, dont les poètes se faisaient l'écho, ne remplissait pas les cabinets médicaux. C'était à mon avis pas le cas, oui. Le XXe siècle a généralisé et confirmé l'insomnie, notamment par analogie à d'autres pathologies, et le spectre du burn-out s'annonce dès 1969. Bon, on ne se contredit pas Philippe. Harold Bradley désigne un stress particulier lié au travail, puis bien d'autres nombreuses études s'en suivront. Évidemment, l'étude Princeps vraiment bonne, c'est celle qu'a décrit le professeur Fossati. Aujourd'hui, la plainte d'épuisement du burn-out, de par sa relation tenue avec l'insomnie, sont expressément de la bouche d'une population de plus en plus nombreuse. Si ce syndrome d'épuisement professionnel engendre des dépenses de santé considérables, traitement, hospitalisation, arrêt de travail, en arrêt de travail, c'est très coûteux. Et je dis toujours, en allant un petit peu loin, que le coût d'un burn-out, en fonction des entreprises, devrait au moins en partie incomber, je ne sais pas si c'est fait au niveau des cotisations, mais à l'entreprise. Parce que finalement, quelle qu'elle soit, ce n'est pas une question de niveau d'entreprise. C'est que la responsabilité incombe à quelque chose. Je sais qu'il y a une protection sociale générale, mais il y a quand même quelque chose où là, il y a d'ailleurs on paye pour les accidents de travail, pour des choses comme ça, les entreprises ont des taxes. Je pense que sur le burn-out, il faudrait peut-être revoir un petit peu cette situation. Alors, il engage aussi un coût inestimable sur le plan psychologique et personnel, bien entendu. Aussi, faire fi de ce fruit pervers de notre société serait destructeur. Pour qu'il ne soit pas un fléau, chacun se doit de très vigile à ses moindres prémices. Un devoir d'alerte est lancé, le dépistage est capital. Le moyen majeur reste la communication, diffusion massive d'informations. Ce syndrome d'épuisement professionnel est en filigrane chez tout professionnel, nul n'est épargné, des petites catégories sociales aux plus hautes catégories sociales. La sensibilisation, les professionnels de santé, médecins du travail, je l'ai dit, médecins traitants, psychologues, etc., et tous les professionnels ont sans doute ou devraient avoir une formation continue, quelle que soit leur place hiérarchique, pour essayer de comprendre quand ça commence à ne pas aller bien. Je conclue, après je te laisserai la parole, Philippe. Nous pouvons conclure que nos rythmes biologiques sont incompatibles avec la dictature des montres. Peu à peu, les rythmes de la vie socio-professionnelle se dissocient des rythmes naturels. La nuit, surtout, est grignotée. La veillée de nos arrière-grands-parents a été remplacée par la télé, les tablettes et les ordinateurs. C'est la même chose. Les programmes accessibles à toute heure décalent sournoisement l'heure du coucher.
La veille ne coïncide plus seulement avec le jour. Par le biais du syndrome d'épuisement professionnel de la population présentant des troubles du sommeil augmente massivement. Serait-ce le nouveau mal du siècle? Je garde quelques citations pour la fin et je vous remercie de votre attention. Et en fait, ce qui apparaît comme conséquence de cet épuisement physique, d'une inadéquation progressive des ressources par rapport aux demandes, ce qu'on voit apparaître, c'est cette dépersonnalisation qui fait que, en fait, alors même que le métier était de travailler avec l'humain, les gens deviennent en quelque sorte des objets et en fait déshumanisent la relation. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire c'est plus le patient de la chambre 13 c'est l'appendicite du 13, c'est le déprimé du 14, etc. Et vous voyez bien que, alors non seulement ça veut dire que ça traduit une souffrance du professionnel, mais ça a aussi des conséquences potentielles, bien évidemment, sur le travail et là, sur les personnes. Et c'est ça qu'on appelle la dépersonnalisation, c'est-à-dire que ça devient... Il y a une sorte de défense parce qu'en fait, ce qui se passe... Alors, ce qui se passe en quelque sorte dans la tête des gens, si on peut dire, même si c'est très difficile. Alors c'est bizarre qu'un psychiatre dise ça, mais c'est très difficile d'être dans la tête des gens. Ce qui se passe, c'est que, en fait, les gens sont probablement... Ils ont d'abord, une grande culpabilité, les professionnels, d'être dans cette situation-là, de ne pas pouvoir faire face. Et en fait, une réponse par rapport à ce débordement émotionnel, c'est de réguler ces émotions en mettant de côté, je veux dire, les enjeux et les impacts émotionnels qu'il peut y avoir dans la relation. Et donc, ça devient, on traite un objet, on dépersonnalise, on objective la relation, ce qui, bien évidemment, finalement, participe paradoxalement à entretenir cette culpabilité et entretenir ce stress permanent chez le professionnel. Alors, une autre manière de le dire, alors, ça peut aussi s'observer, puisque, comme on vous l'a dit, le burn-out est plutôt considéré comme généralisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique à certaines professions. Et donc à ce moment-là, il y a une forme de cynisme à ce moment-là qui apparaît dans d'autres milieux professionnels. Alors, bien évidemment, tout ça va résulter sur le troisième paramètre, qui est la réduction de l'accomplissement, du sentiment d'accomplissement personnel. C'est vrai que alors certes, on va travailler pour faire chauffer les haricots et payer l'électricité, mais aussi on a l'impression d'avoir un sentiment d'utilité sociale, on met des valeurs. Alors on va voir que des fois, les gens qui font des burn-out sont souvent des gens qui mettent des valeurs ou des attentes qui sont très, très élevées, qui ne peuvent être satisfaites dans leur travail, mais on met du sens, j'allais dire, à notre travail. Et là, à ce moment-là, on a le sentiment qu'il y a une perte de sens qui apparaît, un sentiment de perte d'accomplissement personnel, et le travail ne devient effectivement que l'endroit où on va pour toucher son salaire et pour pouvoir ensuite éventuellement aller consommer les biens. Donc c'est ça qu'on appelle aussi la réduction de l'accomplissement personnel. Donc ces trois éléments qui ont été bien décrits par Christina Malache ont permis, en fait, donc on l'a vu, c'est un processus, ça apparaît progressivement, et ont permis de définir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, oui, vous voyez pas trop mal, et c'est là où on va commencer, j'allais dire, à rentrer dans les problèmes plus techniques et plus scientifiques, qui est la question de l'état du burn-out, c'est-à-dire à partir de quel moment peut-on considérer qu'on a affaire à un trouble au sens médical du terme qui justifierait des interventions médicales. Et en fait, alors Malache a défini un questionnaire qu'on appelle le Malache Burnout Inventory. Et en fait, vous voyez, alors qui a été traduit en français, etc., et qui est souvent les éléments qui nous permettent pour faire des enquêtes. Et vous voyez ici les différentes questions qui en fait reprennent ce qu'on vient de vous dire. Alors, je ne vais pas bien évidemment rentrer dans toutes les questions, mais par exemple, je m'occupe très efficacement des problèmes de mes patients, clients ou élèves. Je sens que je craque à cause de mon travail. J'ai l'impression à travers mon travail d'avoir une influence positive. Donc vous voyez, forcément, il n'y a pas que des questions négatives pour que les gens puissent répondre de manière générale. Alors par exemple, dépersonnalisation, je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients, clients ou élèves. Donc ça, c'est exemple typiquement d'éléments de dépersonnalisation si les gens scorent de manière très élevée. Donc par exemple, vous voyez, ils doivent coter la fréquence quelques fois par semaine, 5 jours. Si vous mettez ça, ça commence à devenir un peu inquiétant.
si vous avez vos enfants que vous envoyez à cette institutrice qui dit je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes élèves, ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop. Hein, alors vous imaginez si c'est des infirmières, si c'est des aides-soignantes, si c'est des médecins. J'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail. Je me sens au bout du rouleau, etc. Donc, et à l'issue de ça, on définit un certain nombre de scores, hein, le degré faible, modéré, et on voit ici, hein, donc ça c'est un peu ce qu'on a dit, la dépersonnalisation, etc. Donc on peut scorer les différents items. Alors, le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de consensus dans la littérature scientifique qui peut être à la fois médicale, psychologie du travail, sur le seuil à partir desquels on considère qu'on est dans une pathologie, etc.